un vieil office qui existe depuis 1920 et on a conduit une politique de réhabilitation sur tout un quartier, le quartier qui s'appelle le quartier du Grand Parc, commençant en débutant par la réhabilitation des immeubles qu'on appelle immeubles GHI. Alors juste quelques mots sur Aquitanis, donc un office assez ancien, de plus de 350 salariés, avec 20 000 logements et 43 000 habitants. Ce qui est important, c'est de voir comment cette politique de régénération, c'est comme ça qu'on l'a appelée, régénération du Grand Parc, s'est inscrite dans une nouvelle politique de l'organisme, où on essaye de travailler vraiment sur les questions d'innovation, de l'innovation pas du tout technique, mais de l'innovation plutôt sociale, en partant du point de vue de l'habitant pour voir comment on améliore son confort et comment on le repositionne vraiment en tant que citoyen et pas uniquement en tant que locataire. Hop, on va passer très rapidement. Donc une présentation du Grand Parc, je pense que vous repérez facilement de quel bâtiment il s'agit. On est sur un... On est sur un grand ensemble qui est ici, qui est tout près du centre-ville de Bordeaux. Le centre ancien est ici. Donc on a tout le centre de Bordeaux, qu'on appelle la ville de Pierre, qui est une ville qui est quand même très basse, en rapport avec ces 22 bâtiments qui sont ici, qui sont des bâtiments de bars essentiellement, de 16 étages et de tours de 22 étages. C'est un quartier de 4000 logements, qui a la particularité quand même d'avoir été, quelles que soient les critiques qu'on peut formuler aujourd'hui, qui a été bien conçu autour de beaucoup d'espaces verts. On a un rapport de 1 mètre carré d'habitat construit pour 10 mètres carrés d'espaces verts. Donc on a un parc très généreux, une piscine, des équipements scolaires, une mairie annexe. Donc c'est un quartier qui a beaucoup de qualités, mais qui, comme dans la France entière, tout cet habitat de l'après-guerre a fait l'objet d'une désaffection. Et on s'est retrouvé avec l'ensemble de ce patrimoine dans la fin des années 90 et le début des années 2000. Personne ne veut venir habiter dans ces quartiers-là. Parce qu'ils ont vraiment un effet de réputation qui est catastrophique. Avec cette image de quartier d'habitat social stigmatisé dans lequel se concentreraient toutes les violences urbaines. En réalité, la vie, elle est un petit peu différente au Grand Parc de ce stéréotype. Il y a des difficultés, il y a des personnes qui sont socialement vraiment fragilisées, mais il y a une véritable qualité d'habitat. Donc ça, c'est le plan initial qui a été conçu en 1959. Et en orange, tous les bâtiments orange, ce sont les bâtiments d'Aquitanis. Donc on est quand même très présent sur ce quartier-là. Il y a un véritable enjeu à intervenir et on décide de commencer à intervenir sur ces 3 bâtiments, donc 1, 2 et le 3e est derrière, qui sont les bâtiments GHI, puisque chaque bâtiment a une lettre. On va de A, B, C, D, etc. jusqu'au bâtiment W. Et on décide de commencer par intervenir sur ces bâtiments-là. Au départ, ces bâtiments devaient être démolis. Simplement, Aquitanis sort d'une période de démolition massive sur la rive droite, où on a démoli plusieurs centaines de logements. Et on a appris aussi de ces démolitions. On a compris à quel point, pour les habitants, quand ils voyaient leur habitat démoli, c'était une déchirure, parce que c'est là qu'ils ont inscrit leur vie familiale. Et grâce notamment à la réflexion qui est menée depuis longtemps par l'équipe de maîtrise d'œuvre des architectes Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, sur la région parisienne, on commence à regarder ces habitats de logements sociaux un peu différemment, en se disant, plutôt que de démolir, pourquoi on ne vient pas optimiser et profiter des qualités pour augmenter la surface de cette équipe d'architectes a déjà remporté l'Équerre d'argent en 2011 avec le projet, un projet parisien qui est ici, où on a déjà eu la preuve de comment une cité pouvait passer d'une image complètement défavorable à
à une image remarquable et remarquée. Alors ensuite, il faut financer le projet. C'est un projet qui est très cher. On est quand même à 50 000 € de budget par logement. Pour cela, on mobilise à la fois des emprunts qui représentent une grosse partie du coût de l'opération. On bénéficie aussi d'une subvention de notre collectivité de rattachement qui est la métropole bordelaise. Et on bénéficie aussi de subventions. Alors, pour aller plus vite sur le sujet de la réhabilitation, la spécificité de notre projet, c'est de venir réaliser l'isolation thermique par l'extérieur grâce à l'ajout de jardins d'hiver. En fait, le bâtiment initial, il a cette enveloppe-là. Et nous, on vient rajouter les jardins d'hiver et les ascenseurs extérieurs. On vient aussi intervenir un petit peu dans le logement. Concrètement, ça, c'est notre bâtiment initial. On vient commencer par rajouter des dalles en béton posées sur des poteaux en béton qu'on vient poser contre la façade. On découpe la façade initiale et on vient poser des nouvelles menuiseries. Et on aboutit à un nouveau bâtiment qui est augmenté de 15 à 45 mètres carrés supplémentaires pour chaque habitant. La spécificité de ce projet, et vous allez le voir, c'est ce qui en fait aussi sa complexité, c'est que c'est un projet qui se fait en site habité. Les habitants restent dans le logement pendant tout le temps des travaux. Donc voilà, vous avez les 3 étapes. L'initiale, donc ces bâtiments, qui s'arrêtent avec un tout petit balcon. La deuxième phase avec l'ajout des dalles et des jardins d'hiver, qui sont arrivés préfabriqués avec déjà les balcons. Et la troisième phase où les habitants, on ouvre la façade et les habitants peuvent profiter du jardin d'hiver. Donc voilà le chantier. C'est un chantier qui est énorme, qui mobilise à la fois énormément de personnes en conception, mais aussi beaucoup de personnes sur le chantier. C'est 2 ans jusqu'à une centaine d'ouvriers par jour présents sur site, avec une vingtaine de personnes mobilisées en conception quotidiennement. Et là, c'est le démarrage de la première dalle en 2014, juillet 2014. Donc voilà comment on procède. C'est très simple, c'est un mécano, donc pose de tous les poteaux, et après, au fur et à mesure, pose des dalles. Les dalles, on en faisait de 4 à 7 par jour. Voilà, donc c'est vraiment un travail de précision. Ce qui est très intéressant à contre-coup, c'est de voir que cette phase-là de pose des jardins d'hiver, au final, ça a été la plus facile. C'était la mieux réglée parce que tout se faisait à l'extérieur du logement. C'est quand on a commencé à rentrer dans le logement que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Voilà, donc quelques images de la transformation du bâtiment. Donc c'est vraiment ces 3 bâtiments, G, H et I. Ces 2 bâtiments, ils sont traversants et mono-orientés, et ce bâtiment-là avait double orientation. Voilà, donc là, les jardins d'hiver, ils deviennent comme un échafaudage, et en fait, les ouvriers vont se servir des jardins d'hiver pour aller et venir et pouvoir intervenir dans les logements. C'est extrêmement ingénieux, mais ça modifie complètement l'intimité de l'habitant. Parce que quand vous êtes dans votre logement, vous allez le voir, on se fait... Donc ça, c'est plusieurs photos. Quand vous êtes chez vous, vous êtes en train de prendre votre café, et ben vous voyez tous ces gars qui sont juste en face de chez vous et qui passent leur temps à aller et venir. Alors ça a créé des situations qui étaient parfois très intéressantes, parce qu'il y a eu des contacts entre les habitants et les ouvriers, mais aussi des situations qui étaient extrêmement compliquées à gérer, parce que sur ce bâtiment-là, c'est de l'habitat social, c'est de l'habitat des années 60. On avait beaucoup de personnes très âgées qui étaient présentes dans les logements. Donc pour eux, ça a été un choc de voir leurs habitudes modifiées. Et on a aussi beaucoup de personnes qui sont dans un tel état de fragilité que d'être comme ça à la vue de tout le monde, ça les fragilise énormément. Une étape qui était très importante, parce que ça génère là de l'interaction avec les habitants, c'est qu'on est venu découper la façade, et forcément il faut réussir à clôturer l'espace de vie, l'habitant qui reste toujours chez lui, et l'espace de chantier, surtout qu'il y avait un peu d'amiante dans les joints des fenêtres.
Donc ça nécessite aussi un processus technique qui est assez lourd. On est venu poser des cloisons à l'intérieur des logements pour isoler la zone de chantier, et ensuite on venait découper. Pendant plus d'1 an, pendant la réalisation des jardins d'hiver et de la découpe des menuiseries, il faut imaginer pour les habitants quotidiennement le bruit de ces énormes scies hydrauliques qui viennent en permanence perturber leur quotidien 5 jours sur 7. Voilà un peu les effets que ça donne. On a mobilisé aussi les habitants parce que forcément ils devaient déménager un petit peu leurs affaires. Ils étaient forcément mis à contribution même si on demandait un minimum d'intervention. Voilà, de nouveau encore des images. Ce qui est très important, il me semble, c'est aussi mon point de vue, parce que moi j'étais du côté des gestionnaires pendant tout le temps du chantier, c'est le travail qui est nécessaire en amont de ce type d'intervention. Nous, c'est un travail qui a démarré 3 ans avant la première intervention, où on a commencé à informer les habitants, à les amener à la Tour Bois-le-Prêtre à Paris, donc avec toutes les équipes d'Aquitanis et les architectes, pour leur montrer comment pouvait évoluer leur habitat. Mais c'est aussi tout ce travail, logement par logement, pour aller faire l'état des lieux de chaque logement, pour pouvoir identifier les habitants qui étaient vraiment à risque et en situation de trop grande précarité individuelle pour faire face au chantier. C'est tout un travail pendant la durée du chantier pour essayer aussi à la fois d'entendre les difficultés des personnes et les régler au quotidien. Donc il y avait une personne au quotidien qui avait toujours son téléphone sur elle et qui passait son temps à faire de la régulation entre les entreprises qui avaient besoin d'intervenir dans le logement et l'habitant, en gérant des questions aussi simples que qu'est-ce que je fais de mon chat, ou où est-ce que je vais regarder la télé, comment je vais continuer à recevoir ma grand-mère ou mes petits-enfants. Toutes ces questions qui font le quotidien des habitants. Et si on veut que cette intervention réussisse et qu'on puisse intervenir dans chaque logement, il faut être capable d'entendre chaque problématique et de l'évaluer et de donner une réponse autant qu'on peut. On a aussi beaucoup travaillé sur l'animation, par exemple on a essayé de faire une intervention la plus large possible, de ne pas rester toujours sur une optique technique. Donc par exemple, on a travaillé avec une école de design parisienne, où on a 60 étudiants qui sont venus sur une journée dans, pas tous les logements, mais une 50aine de logements, pour essayer de dessiner pour chaque habitant des meubles et un aménagement intérieur qui répondrait à leurs besoins. Parce que je ne sais pas si vous avez bien identifié, les jardins d'hiver, en fait, ce sont des espaces qui ne sont pas à l'intérieur du logement, c'est des volumes qui ne sont pas chauffés. Et du coup, ce n'est pas évident pour un habitant de savoir ce qu'il va en faire demain. Est-ce que c'est un jardin? Est-ce que ça ne peut pas être une chambre parce que ce n'est pas chauffé? Est-ce que c'est un salon supplémentaire? Est-ce que c'est une cuisine d'été? Est-ce que c'est une zone pour entreposer ses plantes et en faire un espace agréable? En fait, tout était ouvert. Et notre position en tant que maître d'ouvrage, c'était de surtout donner le minimum d'indications aux habitants pour qu'eux, ils aient la pleine liberté d'appropriation et qu'ils en fassent vraiment ce qu'ils veulent en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Donc ça, c'est quelques photos sur justement ce travail avec l'école de design, où au final, on a fini par amener là aussi un groupe d'habitants à participer au jury pour définir quel était le projet lauréat dans le cadre de la formation diplômante des habitants. Donc ce sont tous ces moments-là qui réussissent à tenir la relation entre le bailleur et l'habitant, parce qu'on lui fait subir, effectivement, nous on se dit pour son bien, mais malgré tout c'est 2 ans de difficultés, et comment on arrive à dépasser ça ensemble pour en faire un projet positif pour tout le monde. Voilà, donc encore quelques images sur ce jardin d'hiver. Il faut savoir aussi, et c'est vraiment quelque chose qui a été difficile à expliquer aux habitants, c'est qu'on a fait tout le contraire d'une réhabilitation. Normalement, quand on fait une réhabilitation, on commence par intervenir dans le logement. Et on va répondre aux problématiques du quotidien de l'habitant. On va changer souvent un papier peint, un sol, faire de la réhabilitation électrique. Mais comment dire ça, là, on prend le contre-pied
en proposant quelque chose qui n'avait jamais été identifié par les habitants comme étant un besoin. Et on vient par derrière intervenir sur l'électricité. Mais il y avait forcément des habitants qui nous disaient « Mais pourquoi vous nous donnez ces jardins d'hiver? Moi, j'ai besoin de changer mon papier peint. » Et forcément, il y a beaucoup d'explications et beaucoup de temps à passer sur le fait qu'un jardin d'hiver, c'est quelque chose qu'eux ne pourront jamais faire par eux-mêmes, tandis qu'un papier peint, c'est quelque chose qui peut être pris en charge par l'habitant lui-même. Alors voilà, ça c'est les bâtiments transformés. Ce qui est intéressant en termes d'architecture, c'est qu'on est resté sur des matériaux qui sont très très bruts, où le béton est resté à nu. On a sur les menuiseries extérieures des jardins d'hiver, on a du polycarbonate. Et on a fourni pour tous les habitants ces petits rideaux qu'on voit là, qui sont tout gris, qui sont des voiles d'ombrage, parce qu'on est plein sud. Et du coup, il y a vraiment un enjeu à réguler la thermique dans le logement. Là aussi, c'est à l'habitant de réguler la thermique en fonction de ses besoins et de ses attentes, à la fois avec la voile d'ombrage et avec un autre rideau qui est placé à l'intérieur du logement et qui, lui, est plus costaud. Voilà, donc, hop. Donc ça, c'est quelques images. Alors, il faudrait qu'on retourne sur place aujourd'hui parce que là, c'était juste après la livraison de la réhabilitation. Mais il y a des choses très étonnantes qui se passent. Et autant, effectivement, on est dans un quartier très populaire avec des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais on voit vraiment comment de nombreux habitants ont réussi à faire des choses vraiment remarquables dans ces jardins d'hiver. Voilà, donc c'est... Et juste un dernier élément pour compléter la réhabilitation, et là aussi créer de l'autofinancement. On est venu créer 8 logements supplémentaires sur les toits. Donc là, on était normalement, il y avait des toits plats tout à fait normaux, et on est venu rajouter 8 logements, 4 logements par bâtiment, qui sont vraiment des logements dans le ciel, pour lesquels on a fait rentrer des nouveaux locataires. Et qui sont donc venus s'installer sur le toit avec un... Ce qui est très étonnant, c'est que quand on est dans les appartements qui sont ici, on a vraiment une vue plongeante sur la ville, et qui est un paysage qui est extrêmement intéressant. Et quand on est juste à l'étage au-dessus, du fait du soubassement et de la configuration un peu différente, on a vraiment la vue, pour le coup, qui remonte vers le ciel. Et on voit comment sur un même lieu, on arrive à créer des situations d'habiter qui sont complètement différentes, qui génèrent des sensations différentes. Voilà, donc ça, c'est les petites maisons sur le toit, qui sont là aussi très ouvertes. On pourrait avoir peur des questions thermiques, mais comme c'est très ouvert et qu'on est très haut, il y a une régulation par le vent qui se fait naturellement. Et voilà.